Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 462 du podcast Touchdown Actu. Alain Maté, très heureux de vous retrouver pour un nouveau débrief de la semaine NFL. À mes côtés, ils sont toujours là. Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Raphaël, le fin gourmet qui fréquente les stars. On l'a vu chez Top Chef. On l'a vu chez un des chefs de Top Chef ce week-end. Je peux le dire parce que tu l'as mis sur Instagram. Oui, complètement, oui. Il est sympa alors en vrai? Eh bien, écoute, donc Arnaud Baptiste est très sympa. Son restaurant également, tout ce qu'on peut y manger. Donc, n'hésitez pas si vous êtes dans le coin. Donc, Noisy-le-Grand, on rappelle les Mérovingiens. Ouais. C'est ça. Lucas Vola, bonjour. Salut messieurs, salut tout le monde. Moi, j'étais pas invité, donc j'ai pas pu en profiter. Il est dur. Bon, t'as mangé où toi du coup ce week-end? Ce week-end, j'ai mangé chez moi. Je les ai regardés sur les réseaux, mais bon, j'ai bien apprécié. Mais avant de commencer, Alain, je voulais savoir comment va ta nouvelle vie d'influenceur. Ah oui, parce que alors, j'allais dire parce que je suis Twitcher, mais on m'a dit en plus qu'on dit pas Twitcher, on dit streamer. Et visiblement, ils ont fait une OPA sur le mot. Donc oui, écoute, ça va plutôt bien. Comme tu peux le voir, même là à l'enregistrement, j'ai gardé le décor derrière moi, donc c'est que j'y prends goût. Et puis maintenant, ouais, j'ai décidé de commercialiser toutes mes parties de Madden. Donc écoute, c'est pas mal. Je rentabilise mes loisirs aussi. Donc pourquoi pas. Sachez en effet, c'est vrai que tu fais bien de le rappeler, Lucas, si vous voulez regarder le fauteuil ce dimanche, c'est plus sur YouTube, c'est sur Twitch. Twitch.tv/tdactu. C'est assez simple, vous nous trouvez assez facilement. Et donc tous les dimanches à 18h, le fauteuil, ça reste évidemment la même chose. C'est juste qu'on a déménagé sur Twitch parce que c'est plus commode, notamment au niveau du son, parce qu'on avait des problèmes de son sur YouTube. Donc voilà, tout est rentré dans l'ordre. Et si vous êtes abonné à la chaîne, de temps en temps, vous tomberez sur des parties de Madden, comme ça, improvisées. Sachez qu'on va commencer un mode franchise avec les Jaguars. Alors non, pas les Jaguars, les Chargers. On était parti sur les Jaguars au début, mais finalement, ce sera les Chargers. Reconstruction de la franchise avec Justin Herbert à la tête, un beau stade. Il ne faut pas déconner quand même. Bah ouais. Alors, on a fait un match, si tu veux. On a fait des matchs par élimination, c'est-à-dire d'abord Jets. Les Jaguars ont battu les Jets. Les Jaguars sont arrivés contre les Chargers ont gagné, donc on a dit qu'on partait sur les Chargers, et on a fait des votes du public sur le chat, et c'est le public qui a choisi les Chargers. Ça aurait été les Jaguars, je les aurais déménagés à Londres, parce que j'ai découvert après le live que tu pouvais les déménager à Londres dans le mode franchise. Donc je sais pas, peut-être qu'on déménagera les Chargers à Londres au pire. Je dis ça, tout est ouvert. Je crois qu'il faut décider avec le public sur Twitch, donc le public aura sa part dans les questions managériales. Cette émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport. Avec les fêtes de Noël qui approchent, profitez de la collection spéciale Noël de JD Sport. Vous y trouverez les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements, chaussures et accessoires, et évidemment produits NFL, puisqu'ils ont des maillots et des casquettes. On a beaucoup blablaté pour un sommaire, et bien on va rentrer directement dans le vif du sujet, messieurs. C'est l'heure de passer au débrief. What's going on? It's Keenan Allen with the LA Chargers. You are listening to Touchdown Podcast. On va y venir aux Chargers, justement, oui, j'en parlais en intro pour le mode franchise. On va y venir aux Chargers, mais tout d'abord, Cardinals 23, Rams 30. Qu'on ne me parle plus de la malédiction d'Alain Mattei, tout ça sur les réseaux sociaux. La semaine dernière, non, le jingle, tu ne me couperas pas, j'ai des choses à dire. La semaine dernière, Raphaël Masmejean, ici présent, a dit les Cardinals sont la meilleure équipe de la ligue. Et là, bam, défaite, 2 interceptions pour Kyler Murray. Raphaël, qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas, c'est une bonne question. Écoute, c'est comme ça. Voilà, ils ont perdu certains match-up clés, notamment sur les lignes. Les tranchées, clairement, que ce soit côté défensif ou offensif, ça a été largement perdu. Et peut-être à ma grande surprise, sur leur ligne défensive à eux, n'avait rien fait du match quasiment. Donc voilà, ça fait partie des éléments de la réponse. Donc désolé pour la
la malédiction, mais au moins ça remet tout le monde à égalité. En termes de malédiction, on a à peu près maudit tout le monde cette année. Donc, C'est pas seulement ce que tu as dit. Moi, je pensais que c'était vraiment que ça, hein, qui avait fait pour la victoire. bah, j'espère pas avoir ce pouvoir-là. Je sais pas, moi, on m'accuse de ça à chaque fois. Alors, je demande. Lucas, victoire dans les tranchées avant tout pour cette équipe de Los Angeles. Oui, ouais, on avait été un peu plus mesuré jeudi en disant qu'il fallait un match référence pour les Rams et je pense qu'on l'a. Je pense qu'on l'a là, un Monday Night Football en plus, devant beaucoup de gens, face à une grosse équipe de division. Et en effet, dans les tranchées, comme le disait Raph, que ce soit en défense ou en attaque, il y a eu de très bonnes choses. Alors forcément, en face, c'est les Cardinals, hein, même quand ils ne sont pas forcément au top, c'est une grosse équipe, il en faut beaucoup pour les battre. Et j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Los Angeles et ils peuvent s'appuyer sur ça pour la suite. Ouais. Et il faut souligner que tu avais été le seul à pronostiquer les Rams. D'ailleurs, tu avais dit qu'il leur faut un match référence. Lucas qui nous a fait, on en reparlera jeudi des scores, mais Lucas qui nous fait un 13/14 hein, sur la semaine de prono. Donc, tu reviens un petit peu. Il fallait au moins ça. C'est dommage, Washington qui passe pas. Tu avais été un peu gourmand là quand même. Bon. Donc match plein des Rams en effet. Aaron Donald a 3 sacs. Là clairement on a vu l'ascendant sur la ligne. Le premier sur la première action, le troisième sur la dernière action pour Aaron Donald. Matthew Stafford a 23/30, 287 yards, 3 touchdowns. C'est en effet un match référence là, Raphaël. C'est une équipe qui attend les grands matchs en fait, j'ai l'impression. Ouais, bah même si cette saison finalement leur défaite était souvent contre des grosses équipes, donc c'était peut-être un peu paradoxal, mais effectivement on attendait quand même des grosses performances de leurs joueurs clés sur ce match, un match où en plus il faut rappeler que Jalen Ramsey n'était pas là, ce qui n'est pas rien, ce qui n'est pas anodin. Ils se sont quand même bien débrouillés globalement, c'est surtout en défense hein, qui font la différence. Lucas a commencé à le dire, mais le travail sur la ligne défensive, pour moi, enfin c'est quand même le facteur clé de ce match. C'est vraiment cette capacité en défense à mettre la pression sur Kyler Murray et à le forcer à essayer de faire des tours de magie pour s'en sortir. Alors, il en a réussi quelques-uns dans ce match, mais trop de pression et des passes l'ont poussé à rater des passes. Donc, ouais, c'est une grosse prestation. Je reste peut-être un peu dur sur l'attaque. Je n'ai pas été ébloui parce que j'ai vu en attaque. Voilà, mais bon. Lucas n'a pas l'air tout à fait d'accord. C'est vrai qu'il y a quand même Cooper Kupp, qui est toujours exceptionnel, 13 réceptions, 123 yards, un touchdown. Si vous l'aviez en fantasy avec des points par réception, a priori, c'était une bonne soirée. Beckham a 6 réceptions. Lucas, tu as l'air plus convaincu par l'attaque. Oui, alors c'est sûr que Raph a fini par dire pas ébloui. C'est vrai que je ne suis pas ébloui, on les imagine encore plus forts que ça. Maintenant, c'est vrai que ça faisait longtemps que Stafford n'avait pas fait un match sans aucune erreur ou quasiment, avec Kupp qui est très bon, ça on en a l'habitude. Odell Beckham Jr. qui est de mieux en mieux, qui marque un touchdown. Là, il y a une super passe en plus pour Jefferson de Stafford. Il y a le jeu au sol qui commence à être un petit peu mieux, on l'avait vu la semaine dernière. Alors, ce n'est pas des statistiques exceptionnelles dans le jeu au sol, je crois qu'ils gagnent 89 yards, et d'ailleurs c'est paradoxal parce que je trouve que leur jeu au sol les a bien aidés, alors qu'ils ne gagnent que 89 yards, là où pour les Cardinals, ils gagnent 100 yards, et je trouve que leur jeu au sol ne les a pas assez aidés. Donc en fait, ça dépend vraiment de la vision qu'on a de la franchise et en tout cas de l'attaque. Mais là, je trouve que Sonny Michel commence à devenir un peu mieux dans cette attaque. Et l'attaque, alors certes, c'est la défense qui les fait gagner, mais s'ils n'avaient pas été aussi bons, ils n'auraient pas pu suivre le rythme quand même de Murray. Oui, non, mais c'est sûr qu'au niveau du jeu au sol, tu l'as dit, il y a 100 yards pour les Cardinals, mais c'est un peu en trompe-l'œil parce qu'il y en a beaucoup qui sont pour Kyler Murray. Hein, il a une 60aine de yards qui sont pour lui. Il a manqué quoi du coup aux Cardinals? C'est vraiment, encore une fois, cette solidité sur la ligne offensive et sur la ligne défensive. Ouais, pour moi, c'est un peu ça. Défensivement, ils ne sont pas bons sur ce match. Kyler Murray, sous pression, a des excuses sur beaucoup de snaps, mais fait par contre, pour moi, sur ces 2 interceptions, il y en a une vraiment vilaine. C'est cette passe lobée ratée que Leonard Floyd intercepte très facilement parce qu'elle est extrêmement mal dosée, extrêmement mal. Il a beau être en mouvement, tout ça. Je pense quand même qu'un quarterback de son niveau doit faire mieux. Donc, je dirais un peu un mélange de tout. Bon, pas un bon match. Je pense pas que ça annule tout ce qu'ils ont fait de bien depuis le début de la saison. Parce que malgré tout, à la fin de la fin, dans un match compliqué comme ça, ils sont à 7 points. Donc, l'écart m'a pas semblé totalement. Disons, jusqu'à la fin, j'ai pensé qu'Arizona pouvait remonter. J'ai pas eu l'impression qu'ils avaient aucune chance de revenir dans ce match. Ce qui est, si on veut voir le verre un peu à moitié plein, on va dire, on
peut se raccrocher à ça si on est fan des Cardinals. Ouais, donc Lucas, c'est pas une correction, quoi. Non, moi je suis tout à fait d'accord. Il disait pas un bon match et c'est pas forcément un mauvais match non plus. Je suis assez d'accord avec vous. Pour moi, c'est les Rams qui l'ont gagné, mais les Cardinals n'ont pas été aussi bons qu'ils auraient pu l'être. Ça, c'est sûr. On les a vus meilleurs, mais ils font pas un mauvais match. Maintenant, ils perdent parce que, on l'a dit, c'est une équipe très complète qui doit être bonne partout pour gagner les matchs et notamment le jeu au sol. Je pense que c'est pas, par exemple, comme les Buccaneers qui peuvent se permettre d'oublier complètement le jeu au sol ou d'avoir moins de performance dans ce secteur-là. Ils ont besoin d'un jeu au sol pour aider Kyler Murray. À l'aller, enfin au match aller, lors du premier match contre les Rams, ils avaient gagné plus de 200 yards avec 40 courses. Voilà, ça fait partie des choses qu'il faut arriver à implanter dans un match. Ils n'ont pas réussi sur ce match-là, mais s'il y a un troisième match en playoff, ça sera autant du 50-50. Ouais, les Rams donc relancés. On est dans une NFC assez folle. Packers, Buccaneers, Cardinals à 10 victoires, Cowboys et Rams à 9. On en reparle jeudi avec Victor, où on essaiera de vous dire qui va gagner cette conférence NFC. Buccaneers 33, Bills 27. Victoire en prolongation des Buccaneers sur une passe de 58 yards de Tom Brady pour pas Mike Evans, pas Chris Godwin, pas Antonio Brown, pas Gronkowski. Non, il a aussi Breshad Perriman. Les Buccaneers menaient 24-3 à la pause. Les Bills sont revenus comme des fous. C'est une belle victoire pour les Buccaneers ou alors ils se sont trop compliqués la vie? Parce qu'on peut voir les deux. Ouais, ils menaient largement. Je pense que il menait largement, certes, il y a un petit passage à vide, même si c'est pas tant un passage à vide que les Bills qui élèvent leur niveau et qui font des ajustements. À la fin, je pense que ça reste une belle victoire pour les Buccaneers quand même, parce que certes, les Bills sont pas au top, mais il faut les battre quand même, notamment quand ils jouent comme ça en deuxième mi-temps. Raphaël, 137 yards au sol, pas d'interception pour Brady, la ligne offensive excellente, la défense dominante en première mi-temps. C'est vrai que moi j'aurais tendance à dire aussi, bon, il y a un petit trou d'air, mais il continue de monter en puissance, quoi. Oui, globalement, on retrouve la première mi-temps, pour moi, en défense du côté de Tampa Bay, c'était la meilleure mi-temps qu'ils aient fait depuis le Super Bowl. En défense, c'était absolument impeccable. Il n'y avait pas grand-chose à dire. Ils finissent par craquer. Si on veut être un petit peu pessimiste, je suis un peu embêté sur leur craquage, et notamment au niveau des defensive backs, où des fois, je trouve qu'il leur manque peut-être un peu de vitesse à ces cornerbacks et que face à des cibles un peu plus rapides, ils pourraient être en danger en fin de saison. Maintenant, quand le pass rush est aussi impressionnant, que tu as un Devin White aussi impressionnant, tout ça te permet aussi de combler un peu ça. Et sur l'ensemble d'un match, ils peuvent être pris à revers justement sur quelques actions, mais sur les 60 minutes, c'est compliqué. Donc, je suis comme vous. Pour moi, ça reste quasiment une démonstration malgré tout, quoi. Alors, au final, les enseignements, c'est plutôt côté Bills. C'est-à-dire que Josh Allen et la défense ont joué à un super niveau, mais pas assez longtemps. Et j'ai l'impression que ça reste une constante un petit peu de leur année. Ils cherchent encore ce match plein. On parlait de match référence pour les Rams. On a du mal à le voir encore pour les Bills, Lucas. Oui, c'est sûr qu'ils n'ont pas eu encore de match référence parce qu'ils font pas de match plein, comme tu le dis. Là, la première mi-temps, elle est compliquée. On se dit que ça va être très compliqué jusqu'à la fin du match, que ça va être une vraie correction. Finalement, ils reviennent parce que McDermott fait de bons ajustements, notamment face à ce pass rush. Pour moi, je l'ai dit, ça fait plusieurs semaines que je le dis, ils n'ont pas de jeu au sol de leur running back, ou très peu. Zach Moss était absent, Singletary est très en dedans, ou en tout cas inconstant. Pour moi, le jeu au sol, il vient de Josh Allen, et c'est lui qui est le facteur X. Le problème, c'est que c'est dangereux pour un quarterback de courir. On l'a vu, il s'est un petit peu blessé, il est un peu touché. Mais pour moi, ils sont obligés d'avoir un jeu au sol de Josh Allen, et quand il commence à courir avec des jeux appelés pour lui, elle devient compliquée à défendre cette attaque, et on l'a vu en deuxième période. Après, c'était un peu tard, et puis en plus, comme le disait Raph, face à une équipe qui joue au top 70% de ce match-là, c'est très compliqué. Raphaël, pareil, de l'irrégularité du côté des Bills qui commence à... Oui. Ou alors, est-ce qu'il est rassurant sur ce qu'il joue? Parce qu'il y a des moments où il joue bien. Josh Allen, il est 36 sur 54, 301 yards, il y a 109 yards de sol, il fait un beau match, il fait plein de belles choses. Il est rassurant si tu arrives à rester sur cette dynamique de la deuxième mi-temps la semaine prochaine. Il peut le devenir, mais comme tu dis, il y a cette irrégularité depuis le début de saison. Il y a un McDermott qu'on sent un peu frustré aussi, je trouve, sur le banc de touche. Il crie beaucoup, il s'agite beaucoup. Ce qu'on ne voyait pas forcément. Alors, même si on est toujours tributaire finalement des images qu'on nous montre, peut-être qu'il s'énerve un peu plus et qu'on ne le voyait pas tant que ça. Mais je trouve qu'il y a un peu de frustration. Ça se sent du côté des Bills que tout le monde est un peu frustré parce que, comme tu dis, ils n'arrivent pas à trouver cet enchaînement de régularité des deux côtés du terrain, parce que c'est pas que l'attaque, c'est aussi la défense qui des fois pêche un peu.
Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à trouver la clé d'ici la fin de saison. Ils ont un calendrier pas si compliqué que ça pour finir. Bon, ils ont encore le temps, hein, ils ont encore le temps, mais ouais, je reste circonspect. Après, attention parce qu'ils sont à 7-6. Mhm. Il y a beaucoup d'équipes à 7-6. On se dit qu'ils vont aller en playoff et on le prend comme une certitude. Je pense qu'ils vont l'être, mais ils rejouent les Patriots dans 2 semaines. Ils jouent les Panthers, je crois, ce week-end avec le retour de. Enfin, en tout cas, McDermott qui joue contre une équipe qui connaît bien. Je veux dire, ils nous ont montré qu'ils étaient capables de passer à travers un match complètement. Ils ont perdu contre les Jaguars. Donc, je veux dire, ils sont à 7-6. Attention, quoi. Ils ne sont pas sûrs d'être en playoff. Je ne suis pas sûr qu'ils gagnent la division. Donc, Complètement, ils sont. Alors, ils ont le calendrier pour eux. On va pas refaire toute la course au playoff, mais ils ont le calendrier pour eux. Après, là, ils sont 7e, donc ils sont à 7-6, tu le disais, à égalité avec Denver, Cincinnati, Cleveland et Indianapolis. Mais ils ont le calendrier pour eux. Panthers, Patriots, Falcons, Jets, en théorie, c'est largement dans leur corde, mais tu le disais. Faudra quand même faire attention. Et ça fait 4 défaites en 6 matchs, hein, quand même, mine de rien. Donc voilà. Bon, après, encore une fois, avec le calendrier, ils ont moyen de s'en sortir, mais il va falloir faire des matchs complets. Et pour l'instant, on l'attend toujours. Bengals 23, 49ers 26. Alors, match assez fou avec les Bengals menés, qui reviennent fort en fin de match. Les Bengals mettent même en prolongation grâce à un field goal. Brandon Ayuk marque le touchdown de la victoire derrière. Grosse victoire pour San Francisco, gros crève-cœur pour Cincinnati, mais les stars des Niners ont été au rendez-vous quand même. George Kittle décisif en fin de match, un sac décisif pour Nick Bosa en prolongation. Ils ne l'ont pas volé, ils sont allés le chercher avec leur star. Raphaël. Ouais, c'est ça. Comme tu dis, il y a un moment où avoir autant, je ne sais pas si autant les bons termes, mais avoir des top players comme ça doit faire. Enfin, tu les attends en fait sur ces matchs-là pour faire ces grosses actions. Et là, ça a été le cas. Bon, Kittle, on n'est pas très surpris, hein. Quand son physique le laisse tranquille, en général, ça fonctionne quand même globalement bien. Donc voilà, mais oui, même Bossa. Et même, bon, même Garoppolo, je l'ai trouvé pas si mauvais que ça dans la. t'as du mal à le dire. Petite Hein. hésitation. Ouais, non, mais c'est parce que je pense malgré tout que. Enfin, je pense notamment à cette réception de Kittle où il s'élève à 3 mètres pour aller chercher la balle. Je pense que Brady, il force pas son tight end à s'élever à 3 mètres pour aller chercher la balle. Voilà, c'est mon petit truc. Mais bon, globalement, comme tu dis, je pense que là, c'est aussi une victoire à l'expérience. C'est une victoire où tu as des joueurs de San Francisco un peu plus expérimentés quand même et un coaching staff plus expérimenté. Et pour moi, ils se gagnent en partie là sur cette expérience quand même. Ouais, non, mais il y a de ça. Et puis, il y a. Tu l'as dit, il y a quand même une certaine irrégularité encore des Bengals au sein des matchs, Lucas. Trop de pertes de balles, de balles pour moi. Pour moi, c'est la différence dans ce match. Ils perdent 2 ballons, là où les 49ers n'en perdent pas, je crois. Et ça les oblige à revenir de derrière, alors qu'ils ne font pas un mauvais match. Burrow fait un bon match. Il y a 2 touchdowns avec Chase qui sont incroyables. Mais ils reviennent de derrière. Alors même si ils sont obligés de produire énormément d'efforts pour revenir à égalité. Alors certes, ils repassent devant, mais voilà, pour moi, il y a trop de pertes de balles. Ils en sont, alors je me suis noté, je crois qu'ils en sont à 21 dans toute la saison. Burrow envoie beaucoup d'interceptions. Alors là, il l'a pas fait, mais voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'il faut modifier, ou en tout cas qu'il faut améliorer jusqu'à la fin de cette saison. Et ça vient certainement du manque d'expérience, comme le disait Raph. Ouais, parce qu'ils ont des passages incroyables. Hein. Joe Burrow est superbe en fin de match. Il finit à 348 yards. T. Higgins a plus de 100 yards. Jamar Chase a encore 2 touchdowns. Ils font un bon match. Hein. Ils font un bon match, mais c'est vrai que voilà, ils sont. Alors, tiens, un petit. Vas-y, Raphaël. Non, ce que je voulais dire, ils font un bon match et moi je trouve qu'il faut toujours remettre un peu dans la perspective. Avant le début de saison, on t'avait dit que les Bengals seraient en course pour les playoffs et qu'ils feraient des matchs aussi solides face à des équipes aussi sérieuses que certains voient même parmi les contenders, tu vois. Enfin, on les voyait pas forcément à ce niveau-là. Donc, Alors, j'en avais une pour toi. En fait, surtout, est-ce que tu penses qu'ils ont manqué d'agressivité? Ils ont 2 field goals qui sont frappés sur 4e et 1 à 19 yards de la end zone et sur 4e et 2 à 10 yards de la end zone. Ouais, peut-être un peu. J'ai plus exactement le scénario du match en tête à ces moments-là. Je pense qu'il faut pas toujours. J'ai beau vouloir de l'agressivité, je pense qu'il y a des fois, ça dépend du scénario du match et où t'en es, mais peut-être qu'il manque un peu de ça. Ça m'a pas. Je regarde le premier, c'était à 31 secondes de la fin du premier quart-temps, donc il y a 3-3 quoi. Enfin, ça fait 3-3. Et le deuxième, je me demande si c'est pas celui qui est dans le 3e quart-temps.
mi-temps. Non. Alors, attends. Donc, les deux sont en première mi-temps, je crois. Disons que là-dessus, tu vois, dans ce scénario-là, ça me dérange un peu moins. Oui, c'est en début de match, quoi. Ouais, c'est en début de match, c'est face à un adversaire qui fait aussi parfois des erreurs. Tu vois, les 49ers, c'est pas non plus l'équipe la plus propre de la ligue. Tu es le juge des risques sur cette émission. Par contre, tu vois, j'aurais été McDermott, j'y serais allé j'aurais tenté une conversion à 2 points plutôt qu'un field goal pour égaliser et aller en prolongation. Mais c'est un autre. C'est vrai. Bon, tu veux dire un autre sujet. plutôt que l'extra point. Oui. Ouais, c'est ça. On passe aux Chiefs 48, Raiders 9. Pire défaite de l'histoire des Raiders. Je vous le dis apparemment en termes de score. Ils ont perdu un fumble. Face aux Chiefs. Face aux Chiefs, pardon. Ouais. Autant pour moi. Je me disais, ça paraissait un peu bizarre. Ils ont perdu un fumble retourné pour un touchdown par les Chiefs dès la première action du match. Ensuite, ils n'ont jamais existé. Est-ce que ça y est, c'est le premier. Enfin, c'est peut-être pas le premier signe d'ailleurs. C'est un signe supplémentaire que leur saison s'enfonce quand même un peu dans les abîmes aux Raiders. Ils sont mathématiquement toujours en course pour les playoffs, mais on a quand même du mal à voir comment ils vont tenir justement face à des Bills dont on parlait ou des équipes comme ça. Pour moi, oui, en effet, leur saison elle est terminée. Ils sont encore en course, mais en plus, on le sait que les équipes qui sont en course en NFC sont à 6-7, alors que les équipes qui sont vraiment en course en AFC sont à 7-6. Donc, ils sont pas dans la bonne conférence. C'est très compliqué en attaque, en défense. Waller n'était pas là non plus. Il manque beaucoup. Leur défense, elle se fait allumer à chaque fois qu'elle joue contre les Chiefs en plus. Il y a très peu de jeux au sol. Mathématiquement, c'est encore jouable, mais j'ai du mal à les voir encore dans la course au playoff, là, clairement. Je crois que tu as à peu près tout résumé. Enfin, je sais pas, Raphaël, moi je vois plus qu'Hunter Renfrow en attaque. Grosse surprise de Sean Jackson, ne pèse plus sur le jeu après avoir fait un bon premier match. Oui, tu as raison. Renfrow est peut-être le rayon de soleil là, sur ce dernier mois et demi compliqué parce que c'est 5 défaites sur les 6 derniers matchs et une victoire en prolongation un peu surprise contre Dallas. Mais ouais, je vois pas très bien non plus comment il se relève de tout ça là. On discutait avec Romain, notre graphiste supporter des Raiders, le soir du match, qui disait Hunter Renfrow avec son physique de comptable. C'est vrai que j'ai une photo à côté d'Hunter Renfrow dans le vestiaire à Londres. C'est le seul joueur que je domine physiquement en NFL. Ouais. Quand tu cours bien tes tracés, c'est sa qualité. Il court très, très bien ses routes et ça lui permet de se démarquer. Mais c'est vrai qu'il ne paye pas de mine. Je vous dis, sur cette photo de vestiaire, on a l'impression que je parle avec un autre, tu vois, avec un confrère, quoi. Qu'on attend les joueurs qui doivent arriver. Les Chiefs, eux, sont quand même de plus en plus impressionnants. 4 fumbles arrachés, une interception, donc 5 ballons récupérés. C'est pas le hasard, cette défense, elle continue de confirmer. Et puis, beaucoup de joueurs qui brillent. Tyrann Mathieu, Chris Jones, Ron Torney. J'ai l'impression qu'on voit de plus en plus de monde quand même du côté de Kansas City. Déjà en défense. Pour moi, la première action, c'est le symbole. Ou la deuxième, si on considère le kick-off. Mais ce fumble retourné en touchdown, c'est le symbole de cette équipe. C'est la défense. On est assuré que chaque semaine, cette défense sera là. Et je dois le rendre à Greg. D'ailleurs, je me rappelle de matchs, en tout cas de débriefs en début de saison où la défense était très mauvaise. Et il disait, attention, Spagnuolo, ça met toujours du temps à prendre, mais quand ça prend, notamment lors de leur saison, et j'étais sceptique parce qu'ils partaient de très loin. Et en fait, leur progression est non seulement énorme, mais ils commencent à monter très haut. Certes, ce n'était que les Raiders en face, mais en effet, la défense, comme tu disais, ça devient une vraie assurance chaque semaine. Ouais, non, mais ça c'est vraiment maintenant un truc qui est en train de s'établir. Raphaël, toi qui as de l'expérience avec Spagnuolo, donc maintenant le ciel est la limite ou... Ouais, je sais pas, on peut toujours avoir des surprises avec Spagnuolo. Quoi qu'en général, c'est une bonne année sur 2 ou 3. Donc l'an dernier, c'était pas terrible. Cette année, ça revient, ça peut le faire. Après, effectivement, la défense est très là. Si on veut être un peu vers un moitié vide, les adversaires sont pas incroyables. Les derniers adversaires rencontrés, ils n'ont pas encore rencontré de grosses attaques. Et je pense que le test, ce sera jeudi. Je pense que jeudi, on va avoir une... Après, t'es dur parce que sur leur série de victoires, ils battent quand même les Cowboys et les Packers. Ouais, mais les Packers sans Rodgers. Ah oui, c'était sans Rodgers, ouais. Pardon. Bon, tu vois. Ok, et Dallas, c'était sans Cooper et sans c'est vrai. Non, c'est sans vrai. CeeDee Lamb. Ouais. Bon, voilà. Mais pour moi, on va avoir on saura tout de suite où on en est défensivement et offensivement pour Kansas City. Hein. Ouais, très beau match contre les Chargers. Alors, la question qui revenait toutes les semaines, c'est vrai que j'ai parlé de défense, mais la défense, on était presque déjà fixé. La question qui revient toutes les semaines, est-ce que l'attaque est de retour ?
Bon, 20 sur 24, 258 yards de touchdown pour Patrick Mahomes, match très propre, 132 yards au sol bien répartis, plus de cibles touchées. C'est pas mal quand même, ça commence à frémir. Ouais, je suis toujours pas prêt à dire qu'elle est complètement de retour. Parce que on se rappelle, ils ont leurs 2 meilleurs matchs offensifs de l'année, c'est face aux Raiders. Leur meilleur match avant ça, c'était le match aller face aux Raiders. Ils dépassent 500 yards pour la première fois. Mahomes envoie 5 touchdowns, 400 yards. Face aux Raiders, ils sont en feu. Ils aimeraient bien peut-être jouer les Raiders chaque semaine. Oui, 41 et 48 points sur les 2 matchs en effet. Et donc, voilà, je dis pas que c'est pas bien parce que comme tu le dis, c'est très propre. Il y a pas mal de jeux au sol. Il y a plus de 100 yards au sol, ce qui est très important aussi. Le Clyde Edwards-Helaire est très bon. On n'est plus dans ce qui était un désavantage pour les Chiefs, l'attaque, mais on n'est pas encore dans ce qui était l'attaque il y a quelques saisons. J'attends de voir. Et en effet, comme le dit Raph, jeudi, ça va être sympa. Ah ouais, très beau match à venir contre les Chargers. Là, pour une fois, le jeudi soir, ça va valoir le coup. Juste, j'ai noté quand même, Travis Kelce est très discret en ce moment. Seulement 3 matchs à plus de 100 yards cette année, 27 yards ce dimanche, 27 yards le match précédent. C'est assez bizarre. J'ai pas le souvenir qu'il soit blessé officiellement, en tout cas. Non, mais ça fait partie de ces petits trucs qui marchent moins bien dans l'attaque des Chiefs, tout simplement. Je trouve Travis Kelce qui pèse moins, Mahomes qui fait plus d'erreurs de lecture, qui a un peu plus de mal face à certains schémas défensifs. C'est mieux qu'en début de saison. Je rejoins Lucas là-dessus, c'est mieux qu'en début de saison, mais pour moi aussi, ça demande encore à exploser offensivement face à quelqu'un d'autre que face aux Raiders. Bon, eh ben, on va encore attendre de voir alors pour Kansas City. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Les autres matchs de la semaine avec beaucoup d'équipes qui luttent pour les playoffs encore. Les Browns tout d'abord qui ont gagné 24-22 contre les Ravens. Ça a été bien plus chaud que nécessaire pour les Browns qui menaient assez tranquillement après la sortie de Lamar Jackson sur blessure. 24-6 pour Cleveland à la mi-temps. En deuxième mi-temps, ils font punt, field goal manqué, punt, alors que les Ravens marquent 2 touchdowns et recouvrent même un onside kick pour avoir l'occasion de marquer le field goal de la gagne. Et là, la défense des Browns tient enfin bon pour empêcher Baltimore d'être en position de field goal. Mais alors, quelle fatigue pour un match qui avait l'air plié assez rapidement. Et finalement, cette équipe des Browns qui apparaît assez fragile encore, hein, Lucas. Ah oui, moi, je ne suis pas rassuré ni par l'une ni par l'autre. Et en effet, les Browns, fragiles, il n'y a plus de jeu au sol. On le sait, ça a été une équipe qui a avant tout réussi à avancer grâce à son jeu au sol. Kareem Hunt s'est de nouveau blessé. Chubb commence à fatiguer manifestement, ou en tout cas, il est porté disparu. C'est une équipe qui, on se rappelle, a gagné, je crois que c'était un match du jeudi soir, grâce à D'Ernest Johnson, avec un match incroyable, grâce à un jeu au sol, une ligne incroyable, c'était contre les Bengals. Ou en tout cas, voilà, je dis peut-être des bêtises, mais on se rappelle de ce match-là. Non, Et là, le jeu au sol a disparu. Je ne sais plus combien ils font de yards sur ce match-là, mais c'est trop peu pour une équipe qui, après, doit se reposer sur Baker Mayfield, qui n'est pas incroyable, qui, en plus, a des cibles qui ne sont plus, ou en tout cas, je serais incapable de dire le receveur numéro 1 de cette équipe, Jarvis Landry, peut-être. Mais donc, c'est vrai qu'ils se rendent la tâche compliquée face à une équipe qui n'avait pas Lamar Jackson, mais qui a fait des ajustements. Et comme tu le dis, moi, les Browns ne me rassurent pas. Ils seront privés de Kareem Hunt d'ailleurs lors du prochain match. Et ils ont fait 100 yards tout rond au sol. C'est peu pour eux. C'est peu pour eux et le quarterback est fragile, mais à l'image de toute l'attaque du coup, parce que Baker Mayfield, alors blessé, pas blessé cette année, c'est dur d'évaluer à quel point son épaule le gêne. Mais ouais, il y a une fragilité dans cette attaque et tu sais que tu vas dépendre de ça et que si le jeu au sol n'est pas excellent, c'est compliqué. Après, est-ce qu'ils peuvent se rassurer, Raphaël, au moins en se disant on a défendu bien quand il fallait? Ouais, c'est ça. Le bon côté, c'est cette défense quand même qui est vraiment. Même s'il y a un petit trou d'air à un moment, je trouve que malgré tout, elle reste globalement solide. Le pass rush s'est montré. Myles Garrett fait un match assez énorme. Bon, il tombe dans le piège sur 2-3 jeux, mais globalement, ils m'ont jamais semblé en difficulté contre l'attaque de Baltimore.
avant la sortie de Lamar Jackson, ils le contrôlaient même bien au sol et dans les airs. Parce que c'était que des petits gains, des petites passes pour Lamar Jackson sur ses 4 premières passes. Donc bon, ouais, défensivement, ça marche. Après, effectivement, l'attaque pose encore question. Mayfield, il finit le match avec 5,9 yards en moyenne par lancé. C'est peu. C'est compliqué. Non, mais c'est fragile. Mais après, c'est un peu ce que disait Lucas au début. C'est quand même 2 équipes, moi, pour lesquelles je suis inquiet aussi. Il y a toujours, on disait, je crois, les Buccaneers montent en puissance, ou je ne sais plus quelle équipe monte en puissance. Il y a des équipes qui sont clairement là en train de se mettre sur la rampe de lancement pour les playoffs, et il y en a d'autres où on se demande comment ils vont finir l'année. Et ces 2-là, pour le coup. C'est l'exemple des Steelers l'année dernière. L'année dernière, ils sont à 11-0, je crois, quelque chose comme ça, et pour finir à être éliminés en wildcard. Et c'est vrai que Baltimore, alors en plus, il y a les blessures. Alors c'est vrai que ça, c'est une franchise qui a vraiment pas été aidée par les blessures. Lamar Jackson se blesse encore plus. Et on le disait la semaine dernière, le match face aux Steelers était abordable, mais était très important. Et ils perdent la semaine dernière, ils reperdent de nouveau. Là, ils vont jouer contre les Packers, les Bengals, les Rams et les Steelers jusqu'à la fin de l'année. Ils sont premiers de la division pour l'instant. J'ai du mal à imaginer qu'il le reste. Ouais. Ils avaient un bon matelas grâce à leur début de saison, mais l'avantage pour eux, j'aurais envie de dire, c'est que toutes les équipes de leur division sont un peu dans cette situation-là d'irrégularité. Tu vois, je vois pas forcément les Steelers ou les Bengals gagner tous leurs matchs d'ici la fin de saison. Je vois pas Cleveland le faire. Enfin, potentiellement, ça peut s'équilibrer et le petit matelas qu'ils ont encore peut complètement. C'est un match. C'est un match, le match. Ouais, mais match, regarde, par exemple, reste un match. Regarde par exemple le planning des Browns, c'est Raiders, Packers, Steelers, Bengals. Ouais, c'est ça, ils vont tous se jouer entre eux. Ça va être très très serré. Après, ça va dépendre aussi de la blessure de Lamar Jackson. De toute façon, si Lamar rate 1 ou 2 matchs, on peut mettre ça de côté, à mon avis. Apparemment, il jouerait le prochain. Il s'est fait mal à la cheville, mais ce serait pas trop grave. Bon, on fera peut-être une émission sur la FC Nord, non, Lucas? C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors, je donne la private joke aux gens, c'est parce que quand vous avez entendu l'émission de jeudi dernier où on a fait un bilan de l'AFC en global, Lucas pensait qu'on était sur l'AFC Nord, tout simplement parce que c'est ce qu'il m'avait écrit et j'avais dit OK, mais c'est moi qui ai compris AFC. Donc, quand je lui ai parlé de 13 équipes, il n'a pas trop compris. Il a cru que j'avais élargi la division un peu arbitrairement. On s'adapte. Donc voilà, il s'est adapté avec brio puisque vous n'y avez vu que du feu à l'antenne, évidemment. Washington 20, Cowboys 27. Tyler Heinicke et Washington se sont-ils un peu heurtés à la réalité de leurs limites offensives parce qu'ils avaient gagné des matchs courageusement ces dernières semaines, mais là quand tu te retrouves face à Dallas, et pourtant pas un Dallas en mode rouleau compresseur, mais une bonne défense de Dallas, 4 ballons perdus, Heinicke il a 15 sur 34 au niveau des passes. Non, c'est au total d'ailleurs, puisque Heinicke est sorti sur blessure, laissé la place à Kyle Allen, donc c'est un 15 sur 34 à eux deux, je crois. Dallas menait 24-0, le score a été plus serré à la fin, mais il n'y a quand même pas photo sur ce match-là, Raphaël. Non, je trouve aussi qu'il n'y a pas photo, et notamment la défense de Dallas, pour le coup, fait vraiment la différence, parce que comme tu le dis, offensivement, le Dak Prescott n'est pas bon, il est sous pression, le jeu au sol de Dallas, il y a beaucoup de yards engrangés, mais au final, sur 35 courses, c'est une moyenne de 3,5 yards par course, c'est pas énorme. Donc, c'est la défense de Dallas qui fait la différence. Et par opposition, je trouve que ça montre aussi un peu que du coup, l'attaque de Washington, face à une défense un peu plus compliquée, se retrouve vite en limité. Alors après, est-ce que Tyler Heinicke sera toute sa carrière limitée? Je ne sais pas. C'est pas forcément ce qu'on dit, mais bon, à l'heure actuelle, ils n'ont pas cette capacité à pouvoir battre les grosses défenses. En tout cas, cette défense de Dallas, c'est clairement costaud, quoi. Micah Parsons est exceptionnel. DeMarcus Lawrence est de retour, il force un sac. Lucas, est-ce que je dis une bêtise, par exemple, si je dis ça me fait un peu penser aux Chiefs avec cette attaque qui est un peu en sommeil. Eux, ils ont bien commencé, mais ils sont un peu plus dans le dur là depuis quelques semaines en attaque. Mais avec cette défense qui tient le bon bout et qui finalement pourrait être vachement plus significative en fin d'année si l'attaque revient. C'est exactement la comparaison que je m'étais notée. C'est une équipe où machinalement on va penser à l'attaque, mais en fait, pour moi, l'assurance d'une escouade qui va être là toutes les semaines, ça sera la défense. Comme je l'ai dit pour les Chiefs, ça sera la même chose pour les Cowboys, je pense. Tu parlais de Micah Parsons, je pense qu'il a quasiment assuré son titre de rookie défensif de l'année, mais il sera pas très loin du titre de défenseur de l'année, parce qu'il y a tellement de blessures. TJ Watt se blesse.
Alors certes, il y a Miles Garrett, mais je veux dire, il en sera pas très loin. Mais tout ça pour dire qu'en effet, cette défense, Randy Gregory est revenu, il fait un bon match. Tu parlais de Lawrence, voilà, il y a vraiment quelque chose. Maintenant, c'est vrai que l'attaque, il faudrait qu'elle retrouve son allant du début de saison. C'est un petit peu toujours la même chose avec Dak Prescott, j'ai l'impression, avec Kellen Moore, c'est que ça démarre bien. Alors, on va enlever l'année dernière parce que l'année dernière, il se blesse, mais ça démarre bien. Et puis après, ça boite un petit peu. Là, les deux receveurs étaient de retour. Elliott semble blessé. Je ne sais pas trop ce qu'il a. Lui aussi, un petit peu porté disparu. Donc, il va falloir faire mieux pour prétendre à plus. Mais c'est vrai que cette défense, en tout cas, elle va les porter au moins jusqu'à la fin de saison. Ouais, c'est assez impressionnant, ce changement d'identité presque un peu pour Dallas en ce moment. Ce qui est inquiétant pour Prescott, c'est que même, je crois que c'est Jerry Jones ou son fils, mais c'est Jerry, je crois qu'il l'a dit là aujourd'hui, donc ce mardi à la radio, qui même lui admettait, disait le mot slump, vous savez en anglais, il est un peu dans le creux de la vague, disait lui-même, ouais, Dak Prescott, je peux avouer qu'en effet, il est un peu dans le dur. Bon, c'est rare qu'il l'avoue comme ça et qu'il remette en doute. Évidemment, Mike McCarthy est venu à la rescousse et a dit qu'il n'y avait pas de problème. Alors, ça va. Titans 20, Jaguars 0. C'est assez révélateur de l'état des Jaguars quand même que de se dire que les Titans semblent avoir fait le strict minimum. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait forcer Julio Jones pour son retour et ils gagnent 20-0. C'est pas un gros score, hein, mais ça montre quand même à quel point les Jaguars sont en équipe en ruine, non? Bah, surtout le 0, parce que Bah, à la limite, à la limite le 20 presque, ouais. ouais, tu vois, c'est ça, c'est presque, c'est le plus inquiétant, on va dire, pour les Jaguars, c'est cette incapacité à marquer des points, à être un minimum dangereux en attaque, à avoir des joueurs qui disparaissent, on ne sait pas trop pourquoi ils sont plus utilisés. Bon, puis alors tout ce qui se dit en plus à côté sur Urban Meyer, sa relation avec son staff, ses joueurs, sa femme probablement, Ça a pas l'air d'être un garçon particulièrement facile. Non, ni même très sympa parce qu'il y a l'image d'après-match où Mike Vrabel avait commencé un peu ses débuts de coaching sous Urban Meyer et Vrabel court vers lui pour faire une accolade et le mec lui fait une poignée de main d'une froideur Ouais, il le regarde assez à peine. étonnante, quoi. Ouais. Ouais, Il le regarde à peine. C'est vrai qu'il a bossé pour lui à Ohio State. Après, à 20-0, je peux comprendre que le mec, il a un peu les boules sur cette image-là. ouais, mais tu fais la part des choses. C'est difficile, pas tout le monde est capable de le faire. Attends, ça fait 11 matchs qu'il perd. Tu vois, au bout d'un moment, il peut apprendre à gérer. Il est trop intense, on nous a dit Urban Meyer. Il est intense comme ça. Mais oui, les histoires hors terrain ont l'air dingues. Hein. On vous laissera retrouver sur le site à peu près tout. Mais apparemment, il s'est engueulé avec Marvin Jones. Marvin Jones a quitté le centre d'entraînement. Il a fallu le convaincre de revenir. Et apparemment, il a aussi traité tous ses assistants coach de loser en expliquant que lui, c'était un winner et que ils avaient quoi. Et vous avez gagné quoi, vous, dans votre vie, quoi. Donc voilà, bon, pas beaucoup de matchs ces derniers temps, en tout cas pour lui non plus. 192 yards au total pour Jacksonville, 4 interceptions pour Trevor Lawrence. Lucas, est-ce qu'il faut exfiltrer donc Urban Meyer au plus vite ou est-ce que parce que là Trevor Lawrence il commence à prendre cher quand même. Oui, il commence à prendre cher. Après, je veux bien entendre que la franchise est en ruine, je veux bien entendre que le système est compliqué. Il envoie quand même 4 interceptions. Alors, dans mes souvenirs, la première n'est pas forcément de sa faute, je crois que c'est une passe qui rebondit. Les 3 autres, il peut faire différemment et c'est pas forcément. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses et le contexte et l'environnement, on sait que ça le fait beaucoup, surtout pour un quarterback qui plus est rookie. Maintenant, je pense qu'il y a moyen de faire mieux quand même pour Lawrence et c'est inquiétant. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un tout, mais après, oui, il est sur le terrain, Lawrence, donc il peut aussi. On a vu des choses plus convaincantes. Je sais que Raphaël, tu commences à douter aussi. Ouais, bon, on l'a déjà dit. Moi, je vois pas de progrès. Comme dit Lucas, les excuses autour du staff et de l'environnement s'entendent. Et effectivement, on sait très bien que pour un quarterback rookie, il y a un moment, il y a une part aussi de ce que le staff est capable de lui apporter pour progresser. Donc, il n'est pas le seul responsable. Malgré tout, ouais, t'as pas de. Il y a pas tu vois pas grand-chose comme. Alors après, c'est toujours pareil, c'est emmerdant de comparer avec d'autres jeunes quarterbacks, mais Burrow, au bout de quelques matchs, tu avais l'impression de voir quelque chose. Herbert aussi. Les Watson, les machins, enfin, tu as toujours avec Et lui, il fait partie des cas où, pour le moment, tu dis, bon, t'es sceptique. Et puis même, excuse-moi, mais et puis même si on prend dans cette année-là, on va exclure Mac Jones qui, on l'a dit, est dans un cadre qui fait qu'il peut réussir. Mais
par exemple, Justin Fields, qui n'est pas forcément avec un entraîneur il a montré plus, Oui, il je a suis montré d'accord, plus ouais. cette année que Dexter Lawrence, j'allais l'appeler, que Lawrence. C'est de la comparaison et pas flatteuse pour Lawrence, alors qu'il est premier choix de la draft. Pour Tennessee, qui a quand même gagné ce match, j'ai pas l'impression qu'on en apprenne beaucoup. En dehors d'un truc moi qui m'a inquiété, c'est la protection de passe. Ils prennent 4 sacs contre des Jaguars qui sont pas franchement terrifiants normalement sur le pass rush. Mm. Avec un bon match d'ailleurs du linebacker Damien Wilson, puisque de temps en temps on peut citer un joueur des Jaguars, tiens, allez, qui réussit un sac. Mais ouais, non, cette protection de passe, c'était un peu suspect du côté de Tennessee. Ouais, t'as raison, c'était pas terrible à ce niveau-là, mais c'est pas la première fois cette saison qu'ils sont en difficulté sur la ligne offensive. Enfin, depuis plusieurs semaines, je trouve quand même à ce niveau-là, c'est pas terrible. Après, pour eux, là, de toute façon, le plus important, c'est le retour des blessés progressivement et tenir jusqu'à que tout le monde soit là à plein potentiel. Donc, le taf est fait, comme tu dis. Je crois que ça reste, quoi qu'il arrive, le plus important, hein. Giants 37, Chargers 37, Giants 21. Soirée tranquille pour Justin Herbert, il n'y a pas eu de pression. Alors lui, pour le coup, il a distribué 3 touchdowns, des gros gains. On parlait de jeune quarterback de talent. Là, il a montré son bras, il a tout montré. Ils n'ont pas tremblé face à une équipe plus faible, mine de rien. C'est aussi un palier important dont on parle souvent pour les jeunes équipes. Là, les Chargers, ils ne se sont jamais fait peur, Lucas. Et puis c'est surtout que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la performance offensive des Chargers, parce que les Giants, on l'a dit, c'est pas une bonne équipe, mais c'était une bonne défense. Et c'est une bonne défense. C'est pas une défense excellente, mais c'est une bonne défense. Et mettre 37 points à cette défense, c'est pas rien. Je crois qu'ils n'avaient pas pris plus de 30 points depuis la semaine 7, les Giants. Je crois que c'est simplement les Rams qui avaient réussi à dépasser les 30 points. C'est pas, voilà, il ne faut pas sous-estimer. Après, l'attaque est compliquée et du coup, les Chargers ça fait que pour les Chargers, ils tremble pas, comme tu le dis, mais cette attaque-là et cette performance offensive-là, il faut pas le sous-estimer. Voilà, je le répète. Ils ont bien neutralisé le pass rush des Giants, notamment ces Chargers. Raphaël, convaincu par Justin Herbert. Je sais que tu es Oh bah oui, client. et puis ça passe en profondeur, là, ce missile qui lance de quasiment 60 yards dans les airs. Bon, c'est aussi pour ça qu'on reste éveillé à des heures pourries pour nous. C'est pour ce genre d'action. Et oui, forcément client. Et actuellement, Justin Herbert, moi, je trouve qu'il frappe légitimement à la porte du top 5 quarterback actuellement. Et c'est pas pour rien qu'il sera donc le mode franchise Madden de notre chaîne Twitch TDA. Non mais ouais, ces missiles-là, c'est incroyable. Bon, on l'avait vu rapidement qu'il avait un canon, mais c'est toujours un régal. Les Giants, donc on l'a dit, bon là, bonne performance défensive des Chargers, mais bon, en même temps, il n'y a pas grand-chose en face. C'était Mike Glennon cette fois. 135 yards au sol, c'est un point positif pour sauver la soirée des Giants. Saison terminée pour les Giants. Ah bah oui, ça. Oui. Saison terminée, oui, Saquon Barkley est un petit peu mieux, mais c'est trop compliqué. Ils peuvent même pas faire progresser Daniel Jones, mais est-ce qu'on en est encore à ça maintenant, d'essayer de continuer à faire progresser Daniel Jones, même s'il reste jeune? Je sais même pas quoi dire sur les Giants, notamment en attaque. Ouais, là, il n'y a rien. Non, mais ils n'ont pas leur quarterback titulaire, il n'y a rien. D'ailleurs, Joe Judge, je vous réfère à l'article sur le site qui a dit, ouvrez les guillemets, je ne suis pas intéressé par les solutions faciles. Donc, au moins, on sait pourquoi il a pris ce poste-là. Parce que là, franchement, en termes de non-facilité. Ouais, le problème, c'est que les solutions faciles, je veux bien, mais ça fait 2 ans que l'attaque des Giants, c'est compliqué. Enfin, ils n'ont pas passé les 30 points, ils les ont passés peut-être qu'une fois en 2 ans. Je veux bien qu'ils cherchent des méthodes efficaces et complexes, mais des fois, la facilité, c'est bien aussi. Ouais, avoir des bons joueurs, les mettre dans les positions de réussir. Ouais, mais c'est trop simple, tu vois. Ils préfèrent prendre des no-name au 3e tour à la Belichick et dire regardez, je suis intelligent. Mais Exactement. Je suis en train de vérifier. En effet, ils n'ont pas passé les 29 points cette saison et ils n'ont pas passé souvent les 20 non plus. Non, mais c'est une tragédie. Enfin, offensivement, c'est quand même. Ouais, c'est assez tragique en effet. Non, tragique, c'est le bon mot. Vikings 36, Steelers 28, c'était le match du jeudi. Les Vikings menaient 29-0 dans le 3e quart. Alors là, on parlait d'irrégularité avec d'autres équipes. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux. 29-0 dans le 3e quart. Ils se sont dit, bon, allez, c'est trop facile, on les laisse remonter. Ils gagnent en prolongation finalement. 242 yards au sol, tout roulait. D'ailleurs, je ne sais pas comment tu mènes 29-0 avec 200 yards au sol et que tu n'arrives pas à tuer la fin du match, mais bon, puisque tu donnes tous les ballons à Dalvin Cook. Qu'est-ce qu'ils ont foutu encore, les Vikings, messieurs? Oui, ils ont lancé le thème de la semaine, en tout cas. C'est-à-dire avoir un gros écart, laisser l'équipe adverse revenir et après s'imposer.
C'est vrai qu'il n'y a pas des gros écarts là quand on en parle, mais il y a beaucoup des matchs de 19h, notamment dimanche, qui ont démarré sur des écarts monstrueux. Bon, celui des Raiders, ils ne sont jamais revenus, mais sinon les autres, ils sont revenus. Lucas, oui, tu disais. Oui, non, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu un trou d'air. Ils ont eu un trou d'air face à une équipe des Steelers qui ne lâche pas. Alors, l'équipe des Steelers, elle a les lacunes qu'elle a, et on continue à le dire chaque semaine. Mais il y a une chose pour moi qui transparaît chaque semaine, c'est qu'ils sont bien coachés, ils sont soudés autour de leur entraîneur. Et pour moi, ça a été criant en deuxième période face à une équipe des Vikings qui, à mon avis, est presque l'inverse de ça, c'est-à-dire pas forcément bien coaché. Et je sais que je vais trouver peut-être un ami avec Raph sur ce point-là, même deux du coup. Mais voilà, pour moi, c'était la différence avec une équipe des Steelers qui va continuer à suivre Tomlin, qui va essayer de tout faire. Il l'avait montré contre les Chargers il y a quelques semaines. Ils le refont là. Après, ils arrivent un peu court parce qu'il y a des lacunes et c'est compliqué, mais c'était la différence était criante en deuxième période. Ouais. Mais en même temps, ce match, c'est un résumé de la saison des Vikings. C'est-à-dire que Ouais. c'est très bons joueurs font belles choses, très bons joueurs font n'importe quoi. Mike Zimmer finit par sauver sa place. Ouais, oui, globalement, effectivement, c'est ça. Sur ce genre de scénario, c'est pareil, c'est toujours hyper compliqué de pousser l'analyse dans le sens où, normalement, comme tu dis, à 26-0, il y a plus match et c'est fini et on rentre à la maison. Surtout quand tu as autant de talent, c'est pas du 26-0 sur des coups de chance, un fumble récupéré, un machin. Enfin, c'est vraiment, il déroule en attaque, il déroule en défense. Merci, au revoir. Et puis après, il y a ça. Donc, oui, on en revient toujours aux mêmes choses. Irrégularité. Et il y a un moment, quand une équipe est régulière depuis 5 ans, je ne vois pas qui d'autre que la personne qui est censée la gérer peut être mis en cause, en fait. Enfin, ou alors, les 53 joueurs des Vikings ont un problème psychologique et craquent sous la pression. Mais j'ai du mal à croire que 53 joueurs NFL soient faibles psychologiquement. J'y crois pas. Donc, bon. Ils sont 8e de leur conférence, au moment où on parle, à égalité avec le 7e. Donc, ils sont dans la course au playoff fermement. Mais moi, on m'a dit plusieurs fois, je crois même dans le fauteuil, ouais, mais si tu vires Zimmer, est-ce que tu n'as pas peur qu'il tombe encore plus bas? Mais est-ce que vraiment ça peut être plus merdique que ça? Parce que là, de toute façon, ils vont faire ça, ils vont en perdre, en gagner comme ça, en faisant n'importe quoi. Et puis, ils finiront soit juste aux portes des playoffs, soit éliminés au premier tour. Après, on critique beaucoup Zimmer, on critique les Vikings. D'un point de vue extérieur, moi, je me régale à chaque fois que je joue un match. Jusqu'au bout, même là, 29-0, 26-0, ça peut aller, ça va jusqu'au bout. Enfin, c'est un régal à chaque fois. Ils rejouent en prime time lundi, je crois, face aux Bears. Bon, on en reparlera peut-être après, mais j'attends ce match avec impatience. Non, c'est sûr. C'est sûr que pour nous, c'est du pain béni. Bon, pour les Steelers, moi, j'ai quand même l'impression que tu disais, ils se battent et ils sont bien coachés et tout ça. Hein. Mais c'est vrai que pour le coup, par contre, ils vivent sur le temps d'autonomie de leur attaque, quoi. C'est-à-dire que leur attaque, elle a tant d'autonomie à un moment du match où ils vont avoir des bons passages. Et ça va définir le sort de la rencontre, quoi. Et si c'est trop tard, c'est trop tard. Si c'est assez longtemps, c'est assez longtemps pour leur donner. Mais je ne sais pas, hein, Raphaël, je sais ce que tu en penses, mais moi, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. L'attaque, elle a des périodes où elle peut y aller. Et il faut que ça dure assez longtemps. Oui, non, mais ils sont irréguliers dans un autre genre que les Vikings. Les Vikings, pour moi, ils sont irréguliers psychologiquement, on va dire. Là, Pittsburgh, c'est pas un problème de mental, c'est plus des problèmes à un moment où l'attaque manque de rythme, où la ligne offensive n'est pas capable de tenir aussi longtemps tout le match parce qu'elle est quand même globalement mauvaise, cette ligne offensive. Et donc, ça finit par peser. La défense, on aurait pu attendre un peu mieux. Ils se reprennent bien en deuxième mi-temps, mais on aurait pu attendre à ce qu'ils fassent un peu mieux en première. Mais oui, il y a cette irrégularité offensive qui les met un peu en difficulté. Après, ils sont capables de gagner suffisamment de matchs pour aller en play-off, vu le calendrier. Donc, ça reste en effet très serré. Packers 45, Bears 30. Aaron Rodgers donc, a toujours la main sur les Bears. Le score est presque plus serré qu'il n'y paraît. Hein. Les Bears ont marqué sur un retour de punt. Ils menaient à la mi-temps, mais ils n'ont plus existé ensuite. Victoire logique malgré un bon pass rush des Bears. Ça prouve, je ne sais pas ce qu'on peut apprendre sur les Packers à part qu'ils sont prêts, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont toutes les armes en attaque, ils ont une bonne défense. Alors, encore une fois, même si le score n'est pas forcément flatteur, mais 4 touchdowns à la passe pour Rodgers, 2 au sol pour Jones, 3 ballons perdus pour Justin Fields. Voilà, quoi, ils ont mené leur barque comme une équipe qui prétend au titre, tout simplement.
Oui, oui, oui. Pour moi, alors on parlait des Cardinals, l'équipe la plus complète. Ils viennent de chuter. Les Packers repassent devant avec le meilleur bilan de l'AFC et du coup de la NFC, pardon, et du coup de la Ligue. Pour moi, ça va être l'équipe maintenant à aller chercher dans cette conférence pour aller chercher le first seed, la première place qui leur permet d'avoir une semaine de repos. Ensuite, il faudra aller les battre chez eux et c'est pas une mince affaire d'aller les battre chez eux en play-off. Donc, il y a vraiment l'attaque commence à être inarrêtable, la défense continue de faire des super matchs. C'est une très très belle équipe. On va en parler dans l'émission de jeudi de la course à la première place et vous donner tous les calendriers, mais clairement, là, ils sont en pole position et je vous spoil rien en vous disant qu'ils feront partie des favoris. Raphaël, il n'y a pas grand-chose à dire à part s'incliner devant ces Packers en ce moment. Oui, oui, comme vous dites tous les deux, ça y est, ils sont prêts pour les phases finales. La machine est arrivée au point, peut-être pas au point ultime, mais bon, ils sont clairement dans les temps de passage et là où il faut être à ce moment-là de la saison. Ils proposent effectivement, pour moi, ils sont oui dans les trois équipes qui proposent le plus de certitude sur leur niveau de jeu global, sur l'effectif, sur tout ça. Donc maintenant, il va falloir attendre et effectivement espérer récupérer la première place parce que, quoique en playoff au Lambeau, ça n'a pas toujours été sourire, ça n'a pas toujours été brillant. Hein. Non, ils ont quand même eu des grosses déconvenues dans l'histoire. Hein, mais on disait ça l'an dernier. Hein. Après, moi, honnêtement, domicile extérieur maintenant pour les playoffs. Les Buccaneers gagnent tous les matchs extérieurs dans l'an dernier avant de rentrer chez eux pour juste le Super Bowl, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ils battent Washington à domicile, non? Peut-être. Non, parce que Washington a gagné sa division, donc ils vont fort. Donc, non, mais t'as raison, Raphaël. Ouais, t'as raison. Non, donc voilà. Après, surtout avec des quarterbacks vétérans comme ça, je suis pas particulièrement inquiet de toute façon. Les Bears, pardon. On l'a dit, 3 ballons pour Justin Fields. Il y a quelques actions d'éclat. Ce retour de punt de 97 yards, voilà, il y a des petits trucs, mais il y a toujours un vide intersidéral en dehors de ce pass rush. Quoi. T'es dur, je trouve. Il y a une belle première mi-temps. Je pense. Justement, je le disais, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure. Je suis impressionné à chaque fois de voir le nombre de matchs des Bears en prime time. Et forcément, c'est des matchs qu'on regarde plus, même nous, même si c'est à des heures qui sont difficiles. Et à chaque fois, je me dis, les Bears en prime time. Et en fait, je vais faire un mea culpa. En tout cas, j'ai vu une belle première période, même s'il y a 0-0 à la fin du premier quart-temps. Je crois qu'il y a un deuxième quart-temps historique avec plus de 40 points. Il y a vraiment. J'ai vu une belle première mi-temps avec un bon play call et c'est assez rare pour le signaler. Un Justin Fields qui est bon. Alors après, il fait des erreurs, il lance des interceptions, il n'est pas encore parfaitement poli, mais j'ai vu de belles choses et c'est bien pour l'avenir, je pense. Après, la deuxième mi-temps, c'est plus compliqué, mais voilà, c'est pas un vide, je pense. Mes excuses pour le vide intersidéral qui était un peu violent, en effet. Non, mais c'est vrai, il y a ce deuxième quart-temps à 24 points. C'est signe de progrès. Raphaël, c'est suffisant. Par exemple, on disait on veut voir des éclairs chez les jeunes quarterbacks. On en voit chez Justin Fields. Oui, je trouve que si on devait refaire presque, peut-être pas passe par passe, match par match, ce que Fields en comparaison a fait avec Lawrence, mais j'ai vu plus de bonnes choses de lui cette saison et je me dis que les Bears ont peut-être mis la main sur le bon quarterback de cette draft. Et du coup, maintenant, ça va être vraiment une question de qu'est-ce que tu construis autour de lui, qu'est-ce que tu proposes en termes de coaching et d'effectifs pour l'aider à progresser, en sachant que niveau receveur, ça reste encore très léger. Allen Robinson a des envies d'ailleurs, donc il va quand même falloir se pencher sur la question du receveur parce que on voit plus vraiment d'équipe où il n'y a pas de grand receveur et un quarterback qui se démerde tout seul et qui essaye de créer quelque chose. Donc, sur Rod, Mac Jones, il n'a pas d'énormes receveurs. New England. Oui. Mais bon, c'est différent. Il y a le c'est un peu différent. Après, juste messieurs, on est en 2011 ou comment ça se passe pour moi, là, actuellement, les deux joueurs qui sont en tête de la course au MVP, c'est Tom Brady et Aaron Rodgers. Donc, je ne sais pas où on en est là. Tu te rends compte du coup qu'en 2011, Brady avait déjà 34 ans et Rodgers 30. Il a quand même 7 ans de moins, non, quelque chose comme ça. Bref. Broncos 38, Lions 10. Raphaël a eu la joie de couvrir ce match. Je le remercie. C'est pas moi qui ai hérité de la bousasse de la semaine pour une fois. Non, alors les Lions étaient décimés par le Covid et la grippe. DeAndre Swift n'était pas là. Ils ont tenu une mi-temps. Ouais. Oui, non, mais c'était comment dire, c'était pas incroyable parce que t'as pas de big play dans ce match.
c'est vraiment une victoire sur les qualités de Denver, quoi. Une grosse défense, du jeu au sol très, très efficace, hein. Vraiment, le duo Javonte Williams, Melvin Gordon est extrêmement intéressant. Et un Teddy Bridgewater qui complète 2-3 grosses passes par-ci, par-là. Et puis, merci, au revoir. Enfin, c'est une équipe plus faible que eux. Le taf est très bien fait. C'est à leur mérite, hein, parce qu'il y a plein d'équipes qui se plantent face à plus faible qu'eux. Donc, on va vraiment pas leur retirer ça. Mais oui, c'est ce que j'ai mis moi dans le titre. Denver a fait du Denver, quoi. C'était propre, appliqué. Bah, tu peux pas faire plus Denver que ce match. 184 yards au sol, 179 à la passe. Donc, c'est vraiment. On n'a pas exposé Teddy Bridgewater, Lucas. Ouais, je vais essayer de faire court, mais c'est vrai que, comme le disait Raph, ils ont eu le mérite au moins de se rendre le match très facile et de dominer nettement les Lions, ce qui n'a pas été le cas toutes les semaines parce que les Lions ils ont beaucoup perdu, mais ils n'ont pas beaucoup perdu de beaucoup de points. Les seuls qui ont fait mieux que les Broncos, c'est les Eagles. Donc là, avec plus 28, c'est quand même un bon match des Broncos. Et après, de l'autre côté, pour les Lions, c'est compliqué. Et quand je vois le calendrier Cardinals, Falcons, Seahawks, Packers, je ne suis pas sûr qu'ils en gagnent un avant la fin de la saison. Ça va être compliqué. Jets 9, Saints 30. Les Saints ont gagné 129 yards en première mi-temps. Combien pour Alvin Kamara selon vous? 129 yards offensifs pour les Saints. Combien sont pour Alvin Kamara en première mi-temps? 92. 103. Raphaël est très proche, 94. Donc, c'est dire si son retour était important. Tyson Hill était complètement à la dérive en début de match. Il avait vraiment visiblement du mal à tenir le ballon parce qu'il y a un moment où il relâche le ballon tout seul en fait en armant une passe. Il a réussi quelques passes en deuxième mi-temps. C'est une victoire logique du coup, puisqu'il n'y a quand même pas grand-chose en face. Oui, c'est ça, victoire globalement logique. À partir du moment où l'attaque des Saints va un peu mieux, vu que cette défense était globalement correcte, ça permet au niveau global de l'équipe de remonter et d'être suffisant pour battre des Jets ou comment dire, encore une fois, ou une année de plus, c'est très compliqué. Et même, ce qui m'embête encore plus pour les Jets, c'est en défense. C'est que, au moins, ces dernières saisons, les Jets n'étaient pas bons en attaque, mais ils arrivaient toujours à être à minima à peu près corrects en défense. Et là, je trouve que même cette saison, la défense n'est pas bonne, en fait. Enfin, il n'y a rien de bon cette saison, donc compliqué. Après, l'attaque est même encore pire. Hein. Oui, non, mais l'attaque, L'attaque, elle est quand même terrible. Hein. C'est le 6e match sans touchdown à la passe pour Zach Wilson en 9 matchs. Et c'est ce que j'ai marqué dans les leçons de la semaine. Je recherchais la stat. En 9 matchs, il a passé qu'une seule fois les 260 yards à la passe. Mike White, il a joué une fois, il a tapé les 400 yards. Et Joe Flacco, il a joué 2 fois, je crois. Non, il a été titularisé qu'une fois, il a dépassé les 260 yards. Donc, au bout d'un moment, c'est pas que l'attaque, c'est pas que les coachs, c'est pas que les joueurs autour, quoi. Si les autres arrivent à le faire en 2 matchs et que lui, il arrive à rien de rien. Alors, je sais qu'il est rookie, mais... C'est ce qu'on disait, c'est que on en avait parlé au moment où il se blesse et que Mike White revient, on avait l'impression que le play call avait changé, mais je pense que ça peut pas être une excuse. C'est exactement ce qu'on disait sur Lawrence, ça peut pas être une excuse. Alors après, sur ce match-là, il a énormément de blessés et déjà quand on sait que les joueurs, les skill players sont pas incroyables, là sur ce match-là, ils ont Corey Davis qui est blessé, ils ont Tevin Coleman qui est blessé, Michael Carter. Alors déjà les noms sont pas ronflants, si en plus ils sont pas là, imaginez ce qui reste. J'allais dire tout à l'heure, tu disais si tu es le receveur numéro 1 de telle équipe ou machin, il y a des vrais quiz à faire sur l'effectif des Jets cette année. Hein, parce que tu prends quelqu'un qui suit la NFL, tu vois, vaguement de loin, tu lui dis qui a capté. Alors, je vais tester sur vous. Qui a capté le plus de ballons pour les Jets du coup dans ce match? Barrios. Ouais, Braxton Berrios. Ouais. C'est pas la référence ultime à son poste. Hein. On va pas se mentir. Ce bon Braxton, il bourlingue, non? Attends, il a 26 ans, Braxton Berrios. Oui. Il a bourlingué un peu. Je cherche ses stats pour voir un peu dans quelles équipes. Ah bah non, il est que chez les Jets. Autant pour moi, 2019, 2020, 2021. Depuis 3 ans, il est chez les Jets. Je sais pas pourquoi je pensais qu'il avait voyagé. Lucas. Si je peux me permettre juste un mot sur les Saints. Raph a tout dit sur l'équipe. S'ils arrivent à se qualifier en playoff, ce qui n'est pas impensable, ce qui va être difficile, mais qui n'est pas impensable, il faudra parler de Sean Payton quand même, parce qu'il fait une belle saison. Hein. Ouais, mais du coup, est-ce que ça rentre dans ses compétences, le fait de s'accrocher à Tyson Hill ou pas? Tu vois, est-ce que ça rentre dans le vote? Parce que c'est quand même problématique. Il n'a pas le choix, là. Il décide il part avec Jameis Winston. Jameis Winston se blesse. Il ne peut pas faire grand-chose sur cette saison. Il ne peut pas faire grand-chose de différent. Il aurait pu aller chercher Cam Newton. On a vu ce que ça donne. Hein. Ouais, non, mais après, il y a des arguments pour dire que Trevor Siemian n'est pas pire que Tyson Hill quand il s'agit de faire des passes. Hein. Oh, c'est compliqué, Trevor Siemian. Il a essayé pourtant. Ouais, c'est pas mieux. Hein, c'est vrai. Non, mais disons qu'au moins, Tyson Hill peut faire quelques petits jeux marrants à la course. Quoi. C'est vrai.
C'est vrai. Lucas parle de Cam Newton, il a bien raison, 21 pour les Panthers, 29 pour les Falcons. Et donc les Panthers qui continuent de s'enfoncer. On pensait que c'était grave la situation poste de quarterback, là ça devient quand même assez risible puisqu'on est vraiment passé sur du oh revoilà Cam Newton, oh revoilà PJ Walker, oh non revoilà Cam Newton. Donc qui a encore sorti pendant ce match. Alors je crois que visiblement le prétexte c'est toujours que c'est sur les phases de jeu en 2 minutes et qui revient après dans le troisième quart et qu'on nous redit qu'il sera titulaire la semaine prochaine. Donc ne vous inquiétez pas, il sera toujours là. C'est un marasme offensif qui est quand même assez affligeant. Mais on va peut-être pas épiloguer là-dessus vu qu'on en a déjà parlé plusieurs fois des difficultés offensives des Panthers. Il faut peut-être surtout honorer les Falcons qui eux justement ont le mérite de savoir ce qu'ils savent faire et de le faire, je trouve, quand on les regarde jouer contre des équipes plus faibles. On a déjà dit qu'ils battent les équipes plus faibles et ils savent ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, c'est pas bien bon quand même, hein. Mais non, oui, mais oui. tu Mais vois, au moins ils le font, ouais. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes de coaching, on critique Matt Rule, mais je trouve que Arthur Smith, au moins, est intelligent, c'est-à-dire qu'il fait jouer Matt Ryan sans trop forcer, parce qu'il sait que c'est plus Matt Ryan d'il y a 10 piges. Il est à 19 sur 28 au total, Ryan, par exemple, mais il y a 16 sur 19 sur les passes de moins de 10 yards dans les airs. Et voilà, il exploite, il met un peu de Kyle Pitts, un peu de machin. Au moins, Smith, pour sa première année, essaye de se débrouiller et a le mérite, ce qui n'est pas toujours le cas pour un coach de première année, de gagner les matchs où voilà, il a un avantage sur le papier. Oui, c'est pas faux. C'est sûr. Après, tu parlais de l'attaque des Panthers. Le gros changement qu'il y a aussi, c'est que leur défense, elle ne suit plus. Là, ils ont un ballon, ils reviennent à 29-21 et ils peuvent faire un stop défensif pour au moins laisser, pourquoi pas, PJ Walker, Cam Newton, essayer de revenir. Ils n'arrivent même plus à le faire. À partir du moment où même la défense ne va plus, la saison, il n'y a plus rien à espérer. Ils sont à 1-8 sur leur dernier match, sur leurs 9 derniers matchs, les Panthers. C'est vraiment une. Attention à Matt Rule. Ah oui, clairement. Là, le Matt Rule, la direction, parce que les choix d'effectifs sont le quand GM, même calamiteux. tout le monde peut y passer, clairement. Ouais. Et juste pour finir sur Atlanta, ils sont quand même à 6 victoires, 7 défaites. Je maintiens que pour la première année d'Arthur Smith, vu la tronche de l'effectif, c'était ils peuvent encore aller en playoff. Ouais, et moi j'allais dire, tu vois, s'ils finissent, alors il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus de 8-8, mais tu vois, s'il fait un 7-9, je trouve ça quand même assez honorable pour ce qu'il avait, non, mais t'as raison. sous la main. Après, on attendait peut-être. Mais t'as raison. C'est vrai. J'ai plus en tête les power rankings de début d'année, mais on les avait vraiment pas très haut sur la qualité très bas. Ouais, bien sûr. Texan 13, Seahawks 33 pour terminer. Le temps d'une soirée, Rashad Penny a prouvé qu'il n'était pas un bust. Alors, il lui a fallu que 3 ans. Mais le mec, il claque un match à 137 yards et 2 touchdowns comme ça et il dit, vous voyez pourquoi j'ai été choisi au premier tour. Quand il y a un jeu au sol, tout est plus facile pour Seattle quand même. Ça facilite la vie de Russell Wilson, la défense a été correcte. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Là, l'adversité est tellement faible en face que c'est quand même... Maintenant, visuellement, j'ai trouvé que, je ne sais pas ce que vous en pensez, que Wilson, c'était une des meilleures impressions visuelles qu'il laisse depuis qu'il revient de cette blessure. Je l'ai trouvé à l'aise. Alors oui, c'était face à une équipe qui était faible, donc il a pu faire ce qu'il voulait, mais même dans ses passes, dans ses longues passes, il retrouve de la profondeur avec Lockett. J'ai trouvé que visuellement, c'était quand même mieux que ces dernières semaines où on l'a dit, c'était compliqué. Après, ceci étant dit, on dit l'opposition, etc. Il n'y a que 3 points d'écart à la mi-temps. Je trouve qu'on les félicite pas assez, ces Texans. Je suis très positif aujourd'hui. Non, mais tu sais pourquoi ? Parce que là, pendant 12 semaines, là, au début, on disait « Oh, ils sont quand même valeureux, ces Lions. Oh, ils sont quand même mignons, etc. » On l'a fait sur les Texans au début de saison. Voilà, parce que il faut quand même le dire que alors David Culley, le coach, il a autant de mérite, selon moi, au moins autant de mérite que Dan Campbell. C'est juste qu'il gueule pas et il dit pas des blagues en conférence de presse, donc personne ne le remarque. Parce que on va pas se mentir, j'ai à peine du mal à voir son visage. Mais non, mais voilà, c'est partie des coachs encore interchangeables. Mais j'irais jusqu'à dire que l'effectif de Houston est pire que celui de Détroit. Ouais. Parce que tu n'as pas un quarterback qui a joué les playoffs, tu n'as pas un DeAndre Swift, tu n'as pas Trey Flowers, etc. Donc voilà, je trouve qu'il faut les féliciter. Ils s'accrochent quand même, ils ne sont pas ridicules. Et je vous transmets la petite rumeur. Il faut mettre ça en perspective avec le fait que, si j'ai bien compris, il n'y a pas de quarterback de très, très, très grande qualité en haut de la draft. Mais est-ce que Davis Mills, selon vous, pourrait être une option pour l'année prochaine ? Puisque là, c'est un peu le mot qui circule, c'est il n'est pas affreux et il pourrait leur permettre de sélectionner un très bon défenseur, etc. en haut de la draft et faire une année de plus. Il est à 33 sur 49, 331 yards, un touchdown, donc une interception sur ce match. Après, c'est toujours pareil, voir ce que je dis nous, mais moi, en tout cas, je ne vois pas forcément les quarterbacks qui arrivent de la NCAA, donc je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Maintenant, l'effet, là où je trouve
passe à bête sur le long terme, c'est que l'effectif des Texans est tellement faible que de toute manière, l'an prochain, même avec un quarterback, ça ne changera pas grand-chose. Donc, à la limite, si vraiment il n'y a aucun quarterback qui te plaît, pourquoi pas continuer sur un rookie, prendre tous les talents possibles à tous les postes possibles et te dire que dans 2 ans, tu prends le quarterback qui te plaît au moment où tu veux. Ça ne me semble pas non plus délirant, hein, sincèrement. Ouais, puis il est honorable. Il commence par 14 passes complétées de suite sur ce match. Après tout, il peut au moins progresser sur la fin d'année. Lucas, je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a un joli Houston-Jacksonville. Je crois que la semaine prochaine, celui-là, il va être sympa. Oh, la régalade. Il est à 19h, j'espère, parce que c'est pour moi, ça. Hein. À mon avis, ouais, il doit. Ah, il n'est pas en prime time. Quelle surprise. Tu disais tout à l'heure, je me demande pourquoi Chicago est en prime time et tout. Je pense que ça doit être la 3e ou 4e ville des États-Unis, non? Je pense qu'il y a une fanbase. Les raisons, on les connaît, mais c'est juste que nous, de France, je suis toujours extrêmement surpris. Ah oui, non, mais c'est clairement. Clairement, en fait, moi, j'ai plus l'œil, mais vraiment 2h du matin pour ça. Alors que bon, c'est prime time, c'est différent. Les tops et les flops. Les tops et les flops de la semaine. Raphaël, ton top. Écoute, c'est pas très original, mais ça va être Aaron Donald. J'ai remonté ma liste parce que je me mets de côté tous mes tops et flops de la saison et j'avais pas encore fait Aaron Donald, ce qui ne devait pas être arrivé depuis au moins 5-6 ans de podcast, au moins facile. C'est vrai. Donc du coup, il fallait bien que je le mentionne. C'était la bonne saison, au bon match, le prime time pour se relancer dans la course de division. Ramsey n'était pas là. Il fait ses sacs, il dévie la passe pour l'interception en red zone. Et je pense qu'il rappelle qu'il est encore, à mon sens, le meilleur défenseur de la ligue. Voilà. Lucas. Moi, je me suis noté l'hommage à Demaryius Thomas des Broncos. On n'en a pas parlé, le receveur qui est décédé malheureusement la semaine dernière. Et j'ai trouvé l'hommage très bien avec 1 minute de silence, avec une vidéo. Ils ont fait leur premier snap à 10 pour lui rendre hommage avec Courtland Sutton qui était sur le côté. En plus, les Lions ont décliné la pénalité. Voilà, tout était bien fait, j'ai trouvé, dans une période qui n'était pas évidente. Donc, je voulais le noter. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Pour ceux qui n'ont pas vu l'information passer sur le site cette semaine, malheureusement, Demaryius Thomas, ancien receveur des Broncos, retrouvé décédé chez lui à 33 ans. Apparemment, on parlerait, sa famille aurait transmis l'info visiblement qu'il aurait fait un malaise et comme il était seul, malheureusement, voilà. Il a, à 33 ans, vainqueur du Super Bowl 50 avec Peyton Manning contre les Panthers. Le top pour moi, je vais repasser dans un registre un peu plus joyeux quand même. George Kittle, parce que en fait, là, c'est pour le pur plaisir visuel, quoi. Il y a des joueurs comme ça, je trouve, qui sont un régal, tu vois, à voir jouer. C'est je sais pas comment dire, le côté un peu purement bestial, quoi. George Kittle, quand il chope un ballon et qu'il essaye d'enlever les défenseurs qui montent sur son dos, c'est incroyable. Ouais, mais moi, c'est pour ça qu'on en avait parlé, je crois, à l'intersaison, ou je sais plus, mais que je le classais devant Travis Kelce. J'ai toujours aimé son côté, à mon sens, plus physique que Kelce. Je te rejoins totalement là-dessus. Il peut bloquer. Il peut bloquer aussi. Non, mais il est incroyable. Il y avait eu cette réception, c'était en playoff, non? Une fois, il y a eu une réception de dingue l'an dernier où il enfonce des défenseurs dans tous les sens et tout ça. Je me rappelle plus, une réception décisive en fin de match comme ça. Bref. 2 ans peut-être. Un peu fragile. Et voilà, après le problème, c'est qu'il a qu'une seule saison complète et là, l'an dernier, il en joue 8. Cette année, c'était quoi, son 2e ou son 1er, non? Non, il fait un gros match la semaine dernière déjà. Ah oui, voilà, mais c'est son 2e match du coup cette semaine ou quelque chose comme ça. Non, il a commencé, mais c'est vrai que. Non. Mais il a loupé quelques matchs. Il a fait des allers-retours à l'infirmerie voir si tout allait bien à San Francisco. Autant pour moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai été sur un très. Non, parce qu'il a vraiment explosé. Son premier gros match, c'est la semaine dernière. Ah mais oui, non, je suis bête. 2021, il a joué. Il a joué pas mal. Non, il a loupé quelques matchs en milieu, je dirais 7-8. Ouais, non, mais je me suis embrouillé dans les stats en carrière. Ah oui, 10 matchs cette année, 8 l'an dernier. Voilà, autant pour moi. Ouais, 8 et 10. Le flop, Raphaël. Le flop, c'est les Raiders qui vont sur le logo des Chiefs. Alors, attends, tout de suite, je le dis, à titre personnel, le truc du logo, je ne le comprends pas. Enfin, je ne vois pas pourquoi ça embête autant les joueurs. Bon, mais je ne suis pas joueur, c'est sans doute pour ça. Mais du coup, c'est en flop parce que les joueurs de football américain, visiblement, entre eux, c'est connu qu'aller sur le logo de l'adversaire, faire son truc, c'est vraiment à ne pas faire. Enfin, donc, pour moi, tu le fais
quand tu es sûr de toi, pas quand derrière tu te prends un 40-0 et tu as l'air ridicule, tu vois. Donc c'était mon flop de jouer les trash talkers comme ça et derrière d'être aussi minable en fait. Ah ouais. Non mais oui, il faut l'assumer. Après, je suis comme toi, j'ai cette symbolique de marcher sur mon logo. Il y a un côté cours d'école qui est quand même assez marrant, mais bon. Mais oui, après, il vaut mieux assumer. Lucas. Moi, j'hésitais entre Trevor Lawrence et Urban Meyer. Du coup, je vais mettre les Jaguars en entier. on l'a assez dit, mais c'est vraiment, si je peux me permettre, un bordel. Ouais, non mais moi, j'aime bien qu'il soit passé en mode kill the messenger, tu sais, en menaçant les mecs qui font des fuites dans la presse de les virer. C'est-à-dire que Urban Meyer, il voit un lanceur d'alerte, il l'étrangle, tu vois. C'est genre, il n'y a pas de problème si tu tues le mec qui annonce le problème. C'est assez terrifiant, ouais. J'ai oublié de demander, parce qu'on parlait logo et tout, Lucas, toi qui es dans la presse, est-ce que tu as déjà arraché la bonnette de micro d'un confrère pour marcher dessus, tu vois, ou un truc comme ça? Ouais, je les ai toutes derrière moi, les bonnettes. En trash talk. Non, c'est vrai que ça, j'ai jamais fait. Dans la cohue en conférence de presse, tu sais, j'ai marché sur ta bonnette de micro. En flop, alors moi je vais rester dans le même esprit des joueurs qui font plaisir à voir jouer. J'ai dit George Kittle. Et alors c'est vraiment pas un flop pour lui, c'est plus que ça m'embête de voir Lamar Jackson vivre une période un peu difficile. Ça faisait quelques matchs déjà, il avait lancé 4 interceptions dans le premier match contre les Browns, là il se blesse, etc. C'est admirable de voir comment Baltimore se bat parce que ça fait vraiment partie de ces franchises très très bien coachées et qui sont toujours tenues. Mais voilà, c'est pas joli, ils sont quand même en train de perdre de la vitesse assez terriblement. Et c'est dommage parce que quand tu as un joueur comme Lamar Jackson, j'aime bien le voir faire des belles choses. Et là, ça fait un petit moment qu'on voit moins quand même. Donc c'est quand même un ancien MVP. On aime bien voir les anciens MVP un peu établis. Et en plus, ça n'aide pas le fait que je me sente coupable vu que c'est depuis que j'ai annoncé qu'il était MVP dans l'émission du jeudi que évidemment il se gaufre interminablement à chaque match maintenant. Donc c'est terrible. Je me sens coupable. Voilà pour l'épisode numéro 462 du podcast Jeune Actu. L'émission vous est proposée par notre partenaire JD Sport. Avec les fêtes qui approchent, vous profitez de la collection Noël de JD pour trouver les meilleures idées cadeaux en termes de vêtements, chaussures et accessoires. Ils ont des maillots NFL et des casquettes. Si vous avez un cadeau à vous faire aussi à vous, d'ailleurs, n'hésitez pas. Les cadeaux aux autres, c'est surfait. N'hésitez pas à vous en faire à vous. Donc voilà, achetez-vous une casquette NFL ou un maillot NFL chez JD Sport. N'hésitez pas. On vous remercie de nous écouter. On remercie ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. N'hésitez pas à les rejoindre. Greenslot, Bertrand, Pougilac, pardon, j'espère que je prononce bien. Cocardinho, Jean Bastoncou et Loïc. Et promis, je fais les enveloppes demain avec les contreparties. J'ai pris un petit peu de retard. Merci encore en tout cas de nous suivre. Pour les réseaux sociaux, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @TouchdownActu, Twitch TD Actu, je le dis maintenant encore une fois. Ne vous inquiétez pas, les graphistes travaillent sur les emotes. Vous allez bientôt avoir plein d'emotes exclusifs que vous allez débloquer d'une manière que je n'ai pas encore compris. Mais Raoul travaille à m'expliquer tout ça âprement, ne vous inquiétez pas. Non, mais on plaisante, mais bon, de toute façon, je crois que les gens l'ont vu quand on a fait le Twitch Live dimanche. Je découvre tout le truc en direct. Donc là, quand on a fait celui Madden, donc c'était quoi, lundi, à l'improviste, les gens s'abonnaient et je disais « Waouh, super, tu t'es abonné, je ne sais pas du tout combien ça va nous rapporter, mais ça a l'air génial. » Donc voilà, je découvre tout en direct. Mais donc, on a fait une task force où vous ne pouvez pas savoir. Il y a 2 graphistes, il y a 3 mecs qui peuvent faire du contenu. Enfin voilà, on est en train de discuter de tout ça. Camille en synchro, Raoul en guide, on est vraiment à fond. Donc voilà, il y a des emotes qui arrivent, les points de chaîne sont activés, tout ça. Bref, vous allez tout avoir. Merci beaucoup, Raphaël _TDA. Et de rien, Alain Mattei. et merci à Elvola aussi. Merci pour cette émission du mardi. On se retrouve jeudi, ce sera avec Victor Roulier. Hop là, je mets le générique de fin. Jeudi avec Victor, donc on parlera de la conférence NFC et des équipes qui peuvent finir en tête. Samedi, l'émission draft, dimanche 18h, le fauteuil sur Twitch. Ciao, ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on